Hello les Illustros, tout d'abord bonne fête de la musique à tous et toutes, et ensuite bienvenue dans ce nouvel épisode du petit podcast qui sera centré sur 28 ans plus tard. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. 28 ans plus tard est la nouvelle réalisation du grand réalisateur Danny Boyle, que vous connaissez sûrement pour Trainspotting ou encore Slumdog Millionnaire, pour parler de ses longs métrages les plus connus. Mais c'est également la suite de 28 jours plus tard, également réalisé par Danny Boyle à l'époque, et 28 semaines plus tard, réalisé cette fois-ci par Juan Carlos Fresnadillo. 28 ans plus tard est sorti le 18 juin 2025 dans nos salles obscures, il dure 1h55 minutes, c'est de l'épouvante horreur, du thriller, et au scénario nous pouvons retrouver un certain Alex Garland, que vous connaissez peut-être pour des longs métrages où cette fois-ci il est passé derrière la caméra. Son dernier en date étant Civil War, que personnellement j'avais beaucoup aimé, mais qui apparemment a déçu beaucoup de personnes. Et il faut savoir que Alex Garland était également au scénario du premier volet de cette trilogie, à savoir 28 jours plus tard, donc pour ce troisième opus, ils ont tout simplement rappelé les papas de cet univers post-apocalyptique. Au casting de ce 28 ans plus tard, nous retrouvons Aaron Taylor Johnson dans le rôle de Jamie, Jodie Comer dans le rôle de Isla, une actrice que j'aime d'amour, Alfie Williams dans le rôle de Spike, et Ralph Fiennes dans le rôle du Dr. Kelson. Déjà que les choix de carrière par le passé de Ralph Fiennes étaient sacrément intéressants, et bien ces choix de carrière actuels ou ces choix de carrière pour le futur promettent également de beaux jours. Et avant de vous parler plus en détail de 28 ans plus tard que j'ai découvert aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le passé de cette saga et plus particulièrement sur son premier opus, puisque je vous l'avoue, je n'ai pas encore vu son deuxième. Voilà. Je suis une fraude, tout le monde le savait. Son premier opus qui, au fil des années, a atteint un certain statut culte. Et je comprends tout à fait pourquoi. Après, c'est pas un long métrage que je vais avoir tendance à aduler. C'est de loin l'un des longs métrages de Danny Boyle qui me passionne le moins. Alors attention, c'est un long métrage que j'aime bien, que je trouve sacrément efficace dans ce qu'il entreprend, mais je l'aime bien avec un regard beaucoup trop actuel. Ce que j'entends par là, c'est que 28 jours plus tard, je l'ai découvert il y a seulement 2 ans, et je pense honnêtement que j'aurais dû le découvrir bien plus tôt, parce que avant de découvrir 28 jours plus tard, eh bien j'avais découvert beaucoup de films post-apocalyptiques avec des zombies qui reprenaient le style de 28 jours plus tard. Alors ok, 28 jours plus tard, à l'époque de sa sortie, a peut-être marqué une foule de spectateurs de par son renouveau du genre qui a été extrêmement repris dans d'autres longs métrages du même style par la suite, d'autres longs métrages du même style que j'ai vus avant 28 jours plus tard, ce qui fait que ouais, 28 jours plus tard, ça m'a pas spécialement marqué, mais je pense que c'est moi qui suis dans l'erreur vis-à-vis de ce film. Bien entendu que je le reverrai, bien entendu qu'avec ça, je découvrirai sa suite, à savoir 28 semaines plus tard, qui m'intrigue énormément, puisque cette fois-ci, ce n'est pas Danny Boyle à la réalisation et Alex Garland au scénario, mais pour le moment, voici mon avis sur les débuts de cette saga. Cela ne m'a pas empêché d'être extrêmement hypé par l'arrivée de ce troisième opus. Premièrement parce que j'adore le cinéma de Danny Boyle, c'est très cliché ce que je vais dire, mais Trainspotting m'a tellement marqué quand je l'ai vu étant adolescent que c'est toujours l'un de mes longs métrages préférés. Faudrait peut-être que je le revoie, peut-être que je le reverrai un petit peu à la baisse, j'espère pas en vrai, parce que pour le moment, le souvenir est juste extrêmement marquant. Mais plus j'ai grandi, plus j'ai continué à être passionné par son cinéma, et personnellement, je suis beaucoup plus impressionné par tout ce qu'il a accompli dans Steve Jobs que dans Slumdog Millionnaire, qui me parle beaucoup moins. Bien entendu, il me reste encore des longs métrages de Danny Boyle à découvrir. D'ailleurs, je considère cela comme une chance, car je suis sûr qu'ils vont impacter une nouvelle fois extrêmement fortement ma cinéphilie. Mais je suis tellement un fanzouz de Danny Boyle que j'ai même bien aimé son Yesterday. Je sais que c'est l'un de ses moins bons films, mais je le retrouve par-ci par-là et ça me fait plaisir. Ce qui m'a toujours passionné avec le cinéma de Danny Boyle, c'est à quel point, peu importe les réussites, les échecs, les contextes, il a toujours cherché à se renouveler de manière extrêmement forte et parfois clivante. C'est un artiste qui a toujours cherché à créer, au travers de son style visuel ou de son style de narration, des capsules cinématographiques expérimentales qui allaient te marquer au fer rouge, que ça soit en positif ou en négatif. Mais pour moi, ça a surtout été en positif, les Illustros. Donc, bien entendu, que j'attendais 28 jours plus tard. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, ça va être le sujet de la suite de ce podcast.
Mais juste avant cela, que nous raconte 28 ans plus tard? Cela fait près de 30 ans que le virus de la fureur s'est échappé d'un laboratoire d'armement biologique. Alors qu'un confinement très strict a été mis en place, certains ont trouvé le moyen de survivre parmi les personnes infectées. C'est ainsi qu'une communauté de rescapés s'est réfugiée sur une petite île seulement reliée au continent par une route, placée sous haute protection. Lorsque l'un des habitants de l'île est envoyé en mission sur le continent, il découvre que non seulement les infectés ont muté, mais que d'autres survivants aussi, dans un contexte à la fois mystérieux et terrifiant. Et alors, quand je vais dévoiler mon avis sur le long métrage, sachez que je ne vais pas spoiler. Voilà, je ne vais pas dévoiler des éléments clés de l'intrigue, mais je vais devoir quand même rentrer un petit peu plus en profondeur que d'habitude pour mener à bien mon argumentaire. Donc si vous préférez vraiment garder la surprise pour 28 ans plus tard, eh bien n'écoutez pas la suite de ce podcast, revenez après avoir vu le long métrage. Sur ce, pour moi, 28 ans plus tard est un grand film malade. C'est-à-dire que quand tu découvres le long métrage, c'est comme quand tu découvres un vin vraiment spécial. Dans un premier temps, t'es étonné, tu sais pas si tu aimes. Dans un deuxième temps, tu commences à te dire que le vin, il a des notes vraiment intéressantes. Et dans un troisième temps, tu te rends compte que, eh bien, tu l'as vraiment grandement apprécié ce vin. Je ne sais pas où va cette métaphore, encore une fois, qu'est-ce qui me prend à faire des métaphores à chaque épisode? Je vais passer très rapidement sur les défauts de l'œuvre en ce début d'argumentaire. Je trouve que 28 ans plus tard est un long métrage qui tease beaucoup de points pour des suites, mais beaucoup trop mal. Alors oui, au cas où vous ne le savez pas, 28 ans plus tard, normalement, va avoir 2 suites. La première réalisée par Nia DaCosta et la deuxième réalisée par Danny Boyle, si tout se passe bien. Quand je dis que ça tease beaucoup trop mal, c'est-à-dire que, prenons en exemple la trilogie cinématographique Le Seigneur des Anneaux. Dans le premier opus, il y a des points qui sont posés et qui teasent des événements futurs dans l'histoire, mais qui possède tout de même une certaine conclusion à la fin du premier opus. Et là, dans 28 ans plus tard, il y a beaucoup de points qui sont posés, qui teasent des événements futurs de l'histoire, notamment concernant plusieurs personnages secondaires, qui n'ont aucune fin. C'est-à-dire qu'ils sont posés, il y a un début de développement, et puis tout d'un coup, tout le reste du film, il n'y a plus rien concernant cela. Et pour moi, ça, c'est un problème. Parce que plus le temps passe, plus je regarde des films, plus je me dis, peut-être par erreur, que n'importe quel long métrage, qu'il appartienne à une saga ou non, doit fonctionner tout seul. Parce que, tout simplement, on est au cinéma, on n'est pas dans une série. On n'est pas dans un délire à la MCU. Est-ce que la MCU c'est du cinéma ou de la série? Vous avez 4 heures. Non, on va pas relancer ce débat s'il vous plaît. Bref, le délire de franchiser un max n'importe quel long métrage me saoule de plus en plus. Et 28 ans plus tard, n'y a pas échappé. Cela ne l'empêche pas d'avoir d'extrêmement bonne qualité par la suite. Premièrement, visuellement, c'est le retour du Danny Boyle qui expérimente énormément et ce pour notre plus grand plaisir. Au cas où vous ne le saviez pas, 28 ans plus tard a été tourné avec des iPhones et je trouve ce choix vis-à-vis de l'univers mis en place extrêmement pertinent. Pourquoi? Parce que 28 ans plus tard, guess what? Ça se passe 28 ans après le début de l'apocalypse. Et ce choix d'avoir filmé cet univers à l'aide d'iPhone est vraiment pertinent parce que ça soit à la mise au point, que ça soit au grain, on est dans une qualité supérieure par rapport à certaines caméras qu'avait utilisées à l'époque Danny Boyle pour 28 jours plus tard, mais en même temps, on est nettement en dessous en termes de qualité toujours des caméras qui sont utilisées la plupart du temps pour les grands blockbusters, ce qui permet de parfaitement montrer à la mise en scène, montrer à la plastique du long métrage, à quel point l'univers que nous sommes en train de suivre évoluer n'en est qu'à ses balbutiements. Puisque oui, avant les événements de 28 jours plus tard, le monde était tel qu'il est, tel que nous le connaissons tous et toutes. Et ensuite, il a fallu réinventer notre univers, réinventer notre système face à l'apocalypse. Sauf que même 28 ans après le début de l'apocalypse, cet univers est toujours en construction. Et je trouve que c'est très intelligemment montré avec les visuels du long métrage, avec cette photo très chimique, avec cette mise au point qui n'est pas toujours sûre. Déjà là, dans la façon de dépeindre visuellement l'univers que nous sommes en train de suivre, c'est absolument fascinant.
mais c'est sans compter toutes les autres petites expérimentations que va réaliser Danny Boyle grâce à son dispositif de mise en scène, à savoir l'iPhone. Je pense notamment à toutes les séquences où des zombies sont en train de courir et vont se prendre une mauvaise flèche dans le torse ou dans la tête. Vous voyez très bien de quel effet je souhaite parler, où il me semble qu'ils ont accroché de multiples iPhones sur un trépied très spécial. Je ne vais pas dévoiler l'effet pour que vous gardiez de la surprise lors du visionnage. Sachez juste que Danny Boyle, avec cet effet, a réinventé la manière dont on va ressentir un impact. Je rigole zéro, je n'ai jamais vu ça au cinéma. Et on retourne à ce que je disais au début du podcast, 28 ans plus tard, c'est comme un vin assez spécial, c'est-à-dire que cet effet, la première fois qu'il pop, t'es là en mode je sais pas si j'aime, et finalement, plus on avance dans le long métrage, plus tu ne souhaites qu'une chose, c'est revoir cet effet. Effet qui plus est, qui n'a pas été dévoilé dans les trailers, ce qui est une très bonne chose selon moi, et c'est pour cela notamment que je vais pas en parler trop en détail également. Bref, vous l'avez compris, en termes de visuel, en termes de mise en scène, une nouvelle fois, c'est du Danny Boyle qu'on aime. Et alors, en termes d'écriture, est-ce que c'est du Alex Garland qu'on aime? Eh bien, j'ai envie de vous dire oui. Oui. Alors, pour revenir un petit peu sur les défauts, quand tu finis 28 ans plus tard, t'as l'impression d'avoir vu un long métrage hybride, puisque t'as l'impression d'avoir vu 2 films en un. Après, ce que raconte le long métrage dans sa globalité, c'est absolument passionnant. C'est-à-dire que dans une première partie assez longue, tu vas suivre Spike et son père, une première partie assez longue, ultra vénère, mais véritablement passionnante dans ce qu'elle raconte sur la déconstruction d'une masculinité toxique et du sujet des enfants soldats. Et ensuite, tu vas enchaîner naturellement sur une deuxième partie, suivant Spike et sa mère, une deuxième partie qui commence de manière plus douce, mais qui va rejoindre le côté ultra vénère de la première vers sa fin. C'est-à-dire que dans la première partie, tu vas avoir un traitement sur la masculinité toxique qui essaye de se transmettre de père en fils. Mais tu vas avoir également un traitement concernant le sujet des enfants soldats et un traitement concernant le sujet de l'ultra-violence dans cet univers. Et la deuxième partie, dans un premier temps, va aborder de manière plus douce un sujet qu'il fallait aborder selon moi lors de ce long métrage, à savoir la place des sentiments, la place de l'amour dans cet univers si détruit, si chaotique. Et là où c'est passionnant, c'est que dans un premier temps, on va traiter ce sujet de manière plutôt innocente, de manière plutôt enfantine, ce qui est tout à fait normal, puisque dans ce long métrage, on va suivre le personnage de Spike, qui est un jeune adolescent, et on va suivre surtout son parcours pour devenir de plus en plus un adulte. Et je trouve ce passage entre cette douceur, cet amour si pur que porte cet enfant envers sa maman et les responsabilités qu'il va avoir en tant qu'adulte dans un univers aussi noir, aussi violent, absolument déchirant de bout en bout. Ce passage qui va être occasionné par l'arrivée du personnage interprété par Ralph Fiennes, personnage teasé d'une certaine manière puis contourné par la suite, mais pour le plus grand plaisir du spectateur parce que il est surpris et en plus d'être surpris, il se rend compte que c'était ultra intelligemment préparé à l'écriture par le passé, parce que dans un premier temps, et c'est là que le long métrage peut paraître clivant pour certains spectateurs ou certaines spectatrices, le personnage interprété par Ralph Fiennes est vendu comme un personnage issu de la violence de cet univers, utilisant la violence de cet univers, donc un personnage profondément inquiétant. Mais finalement, il va être le personnage qui va porter toute la thématique du deuil chez Spike de sa mère avec une grande poésie qui peut paraître clivante, mais qui est parfaitement cohérente avec l'univers mis en place. C'est ultra intelligent. Parce que le personnage interprété par Ralph Fiennes va être le déclic pour le personnage de Spike, en lui expliquant que de l'amour naît la mort, de la mort naît l'amour, que le passage par la violence peut occasionner la haine, mais que le passage par la violence, dans cet univers précis, peut également occasionner de l'amour. Et je fais référence tout particulièrement à la dernière séquence entre Jodie Comer et Ralph Fiennes et ce qui s'ensuit. Après, bien entendu, je tiens à faire un disclaimer. Ce propos ne marche que par rapport à l'univers qui nous est dépeint dans le long métrage. Ce long métrage qui est une pure fiction. Dans notre réalité, de la violence ne naît strictement jamais de l'amour. Strictement jamais. Il ne naît que des choses négatives. Même extrêmement négatives. Voilà, on est d'accord là-dessus? Merci, on avance. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est à quel point
le dénouement du long métrage est un véritable choc pour nous, spectateurs ou spectatrices, en ce qui concerne les agissements du personnage interprété par Ralph Fiennes. Ces agissements créent une énorme dichotomie, c'est-à-dire que dans l'univers dépeint par le long métrage, qui est un univers fictif d'une ultra-violence portée par la noirceur, ces agissements, par rapport au personnage que nous suivons depuis le début, paraissent, somme toute, anodins en quelque sorte. Mais, et c'est là que se crée la dichotomie, pour nous spectateurs et spectatrices, quand on assiste aux actions du personnage interprété par Ralph Fiennes à la fin du long métrage, cela nous paraît profondément choquant, d'une profonde violence. Du moins si vous êtes sain d'esprit. Normalement, tous mes illustros sont sains d'esprit, ça j'en suis sûr. Mais si vous trouvez que ce que fait le personnage de Ralph Fiennes à la fin du long métrage est acceptable, vous êtes un danger public. Je suis désolé, vous êtes un danger public. Mais donc, ce personnage de cet univers, en réalisant cette dichotomie entre la fiction et la réalité, va créer une certaine forme de poésie de la noirceur, profondément clivante, même condamnable, mais qui va automatiquement te marquer au fer rouge et faire en sorte que plusieurs heures après, plusieurs semaines après, plusieurs mois après, tu vas te rappeler de 28 ans plus tard. Alors oui, j'enregistre cet épisode quelques heures après mon visionnage, mais je suis sûr que dans quelques mois, je m'en souviendrai encore. 28 ans plus tard, c'est un long métrage extrêmement dense. C'est probablement le long métrage le plus dense qu'on ait eu cette année pour le moment, que ça soit en termes d'approche de mise en scène ou d'approche d'écriture. Il y a énormément de sujets qui sont traités, parfois formidablement bien, parfois un peu moins bien, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt. On parle de sujets extrêmement complexes, on parle de sujets traités parfois de manière extrêmement clivante vis-à-vis du spectateur qui est en train de regarder le film, mais on en ressort en étant profondément marqué par une grande expérience de cinéma qui nous a remué tout du long. Et personnellement, dans un cinéma grand public qui devient de plus en plus fade, qui ne cesse de recycler en boucle tout ce qu'on a déjà vu et par conséquent ne crée aucune nouveauté, ne crée aucun renouvellement, ne crée aucun intérêt, 28 ans plus tard, même si par moment devant le long métrage je me questionne, eh bien je remercie ce film d'exister. Et j'espère qu'il va faire le plus d'entrées possible pour qu'on ait les suites, même s'il me semble que la deuxième suite est déjà actée. C'est la troisième suite qui est en pourparlers. En fait, je remercie ce long métrage parce qu'il fait partie d'un certain cinéma grand public, mais qui arrête de prendre ses spectateurs pour des vaches à lait. 28 ans plus tard de Danny Boyle et Alex Garland, c'est une proposition artistique extrêmement radicale, faisant partie d'un certain cinéma grand public, qui offre enfin des questionnements à son public, qui donne envie à son public d'aller plus loin que l'expérience de la salle, d'aller débattre sur ce film. Et pour cela, merci. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ça permet de respirer, quoi. 28 ans plus tard, c'est une œuvre artistique qui, même si elle en donne pas l'impression, est profondément clivante dans ce qu'elle raconte, dans ce qu'elle transmet. Et je vous invite de tout cœur à aller la découvrir en salle, parce que vous avez même pas besoin d'avoir vu 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard pour comprendre ce film. Allez voir ce film en salle, soutenez-le, vivez-le, questionnez-le. C'est important pour le futur du cinéma dit grand public, notamment concernant ce genre précis. Je vais terminer par dire que j'ai très hâte de voir la suite de 28 ans plus tard, suite qui devrait arriver dans pas si longtemps, suite qui devrait se concentrer, selon moi, sur la façon dont Spike va faire le deuil de son père. Voilà, dans 28 ans plus tard, premier du nom, Spike faisait le deuil de sa mère. Donc logiquement, dans 28 ans plus tard 2, eh bien Spike fera le deuil de son père. Ça suivrait parfaitement l'un des propos du premier long métrage. Sur ce, j'espère que cet épisode du petit podcast, un poil plus long que d'habitude, mais je pense que ça valait le coup pour mon argumentaire, vous a plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et pourquoi pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. À l'heure où j'enregistre, nous sommes 1330. Vous êtes les bestes. Merci. On se retrouve très prochainement pour d'autres podcasts, notamment l'épisode 3 du Giallo au slasher en passant par le gore, qui est actuellement sur le banc de montage. L'épisode dure 4 heures. Je peux vous dire que le montage est assez salé, mais en même temps délicieux. J'ai acquis beaucoup de DVD et de Blu-ray, notamment grâce à King Tao. Remerciez King Tao parce que c'est en grande partie grâce à lui que vous allez avoir bientôt sur la chaîne une nouvelle vidéo update DVD et Blu-ray. Après, je n'oublie pas
que cette année, je dois sortir la collection DVD Blu-ray 3 avec Alexandre. Je n'oublie pas, je vous l'ai promis en début d'année, je n'oublie pas, promis. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut. Ah oui, j'ai oublié de le dire, la bande originale est particulièrement émouvante et saisissante, notamment durant la fin. Allez, salut!